Alors, Cimarron? Yes. Cimarron, tu m'entends? Ouais. Ouais, Yes, bah, I si hear tu veux, you. on peut parler français, je pense que ce sera plus simple. Ouais. On peut parler Ah, français un si peu, tu si tu veux, veux. Je on pense peut que ce parler sera plus créole simple, tu aussi, vois. hein. Oui, bah, parce que m'te tendez bon, ou peut-être déjà qu'on a ça, c'est haïtien mieux. Et quand l'homme t'étendait ou t'as pas l'école, m'te là, oh, mais côté mi, si ça sorti, c'est Sénégal, il était, lui, il compte pas l'école. Mais bon, c'est mieux de parler en français, je pense. Oui, 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 Le, le- pour que ça soit plus accessible. Bah, j'ai remarqué qu'en fait, tu critiques Gomez et je trouve que c'est justifié parce que je sais pas si tu as vu cette vidéo, il y a une vidéo qui s'appelle Professeur Gomez, Histoire ou science-fiction. Ah, je suis allé sur ton site Mais celle-ci, elle est sur un Afro autre compte, sur Styling. le compte Chacun de Kemet, en fait. Ah, parce que j'ai regardé sur tes sites Ouais. et j'ai vu pas mal de vidéos, et notamment sur justement le débunkage des origines, on va dire, pseudo-maçonniques des sectes afro-américaines. Et donc, c'était très intéressant de voir les racines de cette doctrine, et parce que la plupart des gens ne sont pas au courant, en fait. Ils sont très Mhm. attirés par Exactement. la forme, et le fond est un peu passé en second plan pour beaucoup de personnes, même et ignoré. Oui. Et tu sais, là, juste pour toi et toutes les autres personnes, dans le chat, là, j'ai mis le lien vers la vidéo. En fait, ça s'appelle donc Professeur Gomez, Histoire ou Science-Fiction. Parce qu'en fait, dans cette vidéo, en fait, c'est là que j'ai réalisé euh, à quel point Gomez raconte beaucoup de sottises, mais là, c'était à un plus grand niveau. Quoi, parce que j'avais vu déjà avant, quand il parle de l'origine des Hébreux, c'est peut-être une de ses vidéos les plus connues, il parle de Melchizedek. En fait, il répète beaucoup de choses que les Afro-Américains racontent. Souvent, quand il parle, il donne pas de source. Et, Non, mais il là, donne pas. ça m'a vraiment sidéré parce que il y a un mouvement qui s'appelle, il y a un mouvement qui s'appelle les Nuabians, tu vois. Oh, Et bon, leur now leader est we're en bien prison, il a sûr. été accusé de choses très graves, voilà. Mais eux, voilà, ils avaient des littératures, tu vois. Et il y a quelqu'un qui est venu lui montrer une vidéo où il y a des dessins, en fait, des images, soi-disant, de Mohamed Noir. Et Gomez, dans cette vidéo, on entend dire, voilà, c'est des portraits qui ont été faits, c'est la méthode qu'on appelle la criminologie, et il était noir, et après, ils ont changé par racisme, mais il a dit, j'ai même des portraits de Mohamed quand il était encore plus jeune. Et là, c'était plus possible. Là. Donc là, j'ai fait la vidéo pour montrer aux gens, voilà ce qu'il enseigne aux gens. Et je lui ai posé la question pour les morts. Je lui ai dit, ben, quand ta job a dit que les mots sont trompés. Il m'a fait un petit speech, un petit discours. Moi, à la fin, j'ai montré la citation de Job. Maintenant, Job, peut-être qu'il s'est trompé là-dessus. Il n'y a pas de souci, hein, tu vois. Moi, il y a des choses que Job dit, je suis pas forcément du même avis, tu vois. Par exemple, pour les Arabes, à un moment, il mentionne que les Arabes sont le fruit du métissage entre les Blancs et les Noirs. Moi, je partage pas le même avis. Mais le pire, vraiment, c'est le professeur Gomez. Bah déjà, qui se dit professeur, je ne sais même pas si c'est un professeur. Parce qu'à un Il n'y a moment, pas sur un de forum, différence. il prétendait qu'il avait soutenu sa thèse. Voilà. Non, il n'a Et, aucun diplôme. mais ce mec, par exemple, récemment, j'ai vu que il a dit le prophète Mohamed était noir et il s'appelait Mamadou. Et ça, c'est à mourir de rire. Parce que Mamadou, c'est la version africaine de prononcer Mohamed. C'est comme si je disais, le prophète Mohamed était d'Auvergne, il s'appelait Mahomet. Mais les panafricains, là, les panafricains, tellement leur niveau intellectuel, leur niveau de réflexion est minime, eux, ils sont épatés, ils sont impressionnés. Gomez, j'ai rarement vu quelqu'un qui raconte autant de sottises. Parce que le mec, il a carrément dit, j'ai même des portraits de Mohamed quand il était plus jeune. Mais il sort d'où ces portraits-là? Tu vois ce que je veux dire? Mais Ouais. donc, moi, je l'ai dit là publiquement, franchement, Gomez raconte n'importe quoi. Et puis quand je vois les soi-disant kémites, moi, ça me fait honte. Quand je vois les soi-disant kémites qui sont en train de big up Gomez, qui racontent n'importe quoi à longueur de journée, ça me sidère, quoi, tu vois. Et moi, je veux vraiment que les gens comprennent. N'allez pas croire que être kémite, c'est croire des gens comme Gomez ou soutenir des violeurs, des pédophiles comme beaucoup le font. Mais mis à part ça, Mais j'étais d'accord et surpris de voir que en plein cours de Gomez, tu te lèves
tu vas près du diaporama, tu expliques des choses avec aplomb. Et je me suis dit, donc cette personne-là, en fait, elle était dans l'œil du cyclone. Elle a vu la manipulation. Je me suis dit, donc, si une personne qui est connaissant du médunétaire, qui connaît les musées comme toi, les datations, et qui est au plus près de ce professeur autoproclamé, qui commence à le critiquer et à le dévoiler, je me suis dit, ah, jusqu'à présent, je pensais être le seul individu à avoir remarqué ça. Et lorsque j'ai vu que quelqu'un qui était plus qualifié que moi pensait et montrait et dénonçait la même chose que je pensais, je me suis dit, ah, je ne suis pas si fou que ça, en fait. Donc, j'ai pris le risque Ah, après mais de publier. Voilà. Oui. Ah non, c'est terrible. Ah, mais il a vraiment les gens qui l'écoutent aveuglément. Mais de toute façon, ils finiront par se mordre les dents, hein, parce que une fois de plus, hein, moi je dis pour tous ceux qui apprécient Gomez et qui croient ce que Gomez dit, demandez-lui simplement les sources pour ce qu'il dit. Il parle beaucoup, mais quand c'est des sources, on voit rien du tout. Mais tu sais, ce qui est super intéressant, et c'est bien parce que tu es arabophone. Bon, moi, je suis pas, j'ai toujours dit, hein, je suis pas arabophone. Bon, j'ai regardé la L'arabe chose, vient voilà. Ouais. l'alphabet arabe vient du démotique égyptien. Je ne dirais pas ça. L'intégralité. Je ne dirais pas ça. Mais après, ça, c'est un débat En fait, c'est parce que, que- tu sais pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai comparé la pierre de Rosette, Mhm. où il y a le texte démotique, Mhm. et l'intégralité des lettres du texte démotique, je les reconnais. Bah, Je les en reconnais, fait, je peux même te les désigner et te montrer en comparaison les lettres arabes, et elles y sont toutes. mhm. Bah ça faudrait qu'on voit plus loin, mais j'en doute parce que en fait, c'est vrai que visuellement, démotique, hiératique, ça fait penser à l'arabe à chaque fois. Mais quand je faisais les visites au musée, je demandais aux gens, bon, ça vous fait penser à quoi? Mais il y a une différence entre, de toute façon, le script et la langue. Et ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que l'alphabet latin qu'on utilise, donc A, B, C, D, etc., bon, pour beaucoup, ça viendra peut-être du grec, ou comme on dit, du latin. Mais bah, d'ailleurs, je vais montrer, c'est bien, comme ça, en temps réel, les gens vont pouvoir constater. Moi, je pense que c'est Alors, plus antérieur. L'alphabet grec, dit grec, latin, pour moi, je pense qu'il est antérieur. C'est les Grecs et les Latins, à mon sens, ont repris des modes d'écriture pour écrire oui, leur oui, langue. oui, oui, oui. Bah, le script, oui, regarde, tu vois, là, je vais agrandir ça. Je vais agrandir ça. Donc là, je vais mettre un peu plus grand encore, parce qu'il y a la place. Voilà, là, ça devrait aller. Voilà. Alors là, la source, c'est le livre, c'est un livre en anglais, ça s'appelle Nile Valley Contributions to Civilization. L'auteur, c'est Anthony Browder. C'est un Afro-Américain qui fait des fouilles en Égypte et aussi au Soudan, je crois. Il a écrit plusieurs livres et il est connu, apprécié, respecté. Et là, en fait, ce qu'il nous montre, c'est ici, tu vois, le Médounétaire, donc kémétique, vers 3200 avant l'ère chrétienne. Là, on a le sémitique. Tu vois, donc là c'est la tête d'un, enfin, ox, on va dire une vache, hein, Ouais, ou c'est d'un ça. bovidé. Et puis après le sémitique, donc tu as le aleph. Après le phonicien, tu as le aleph là. Et après le grec, tu as le alpha. Et finalement, le script romain, tu as le A, tu vois. Et là, pareil, là, c'est la maison. Et puis après, en sémitique, c'est bet, donc house. Et puis, comme tu connais l'arabe, tu as bait en arabe. Bon, Ouais, c'est des c'est langues le même cousines, hein, mot. voilà, tu vois. Et puis après, tu as le phonicien, etc. Donc, ben déjà, je vais partager ça pour les gens qui seraient curieux. Alors, attends, je vais mettre alphabet, et voilà. Et Mais surtout que en effet, beaucoup de jeux. Gomez il fait beaucoup de mensonges au Ah oui, niveau, beaucoup. Ah oui. c'est-à-dire que carrément, alors je pense que soit il ne connaît pas, ou soit il connaît et il cache sciemment et il déforme sciemment. Comme tu dis, souvent il ne cite pas les sources. Ah oui, oui, franchement, c'est incroyable le nombre de choses. Ah, mais franchement, déjà, j'avais vu, il y avait une vidéo dans mes feeds qui montrait, qui disait que oui, Mohamed était noir. Donc, je me suis dit, OK, il continue avec ça. Euh, et, euh,
Et après, quand je l'ai entendu dire Mohamed était noir et il s'appelait Mamadou, c'est à mourir de rire, quoi. C'est à mourir de rire. Mais tu sais, ce qui est super intéressant, c'est les thèses de Soudan Massina. Bon, Soudan Massina, c'est pas le premier, hein. Il y avait Wesley Mohamed en 2011. Il m'avait défié Non, pour un débat, j'ai accepté. c'est Il a pas le fini. premier. Voilà, voilà, tu vois. Mais pour les Non seulement francophones, ils c'est sont pas le super premier, impressionnés. et donc j'ai fait beaucoup de comparaisons entre les mots égyptiens et le Wolof, et effectivement, quand Ah oui, j'entends, même Job l'a montré aussi dans National Culture, en effet. Et il y a d'autres langues africaines. Il y a sur la revue Ankh Online, il y a un PDF où ils ont montré les similitudes entre des mots de Médounétcher et des mots de langue africaine. Mais c'est clair que oui, si tu parles Wolof, tu dois entendre certains mots de Médounétcher et voir que c'est pareil en Wolof, c'est clair. Mais tu c'est sais, comme le mot oui, tot, vas-y, vas-y. en Mhm, Wolof, on va le prononcer tchot, mhm, tchot. mhm. Pourquoi? Parce Bah, que en Wolof, tchot signifie le vagin. Mais mhm, en fait, quand on dit en Wolof, tchot ma sauce, tchot ma sauce, quand tu le dis comme ça, eh ben on va dire, ça veut dire littéralement être né du vagin. Et il y a mhm, une insulte en Wolof qui est un peu similaire à celle du créole, mais mhm, en Wolof, on dit mhm, Chotendei, ce qui mhm, signifie littéralement une insulte au sacré, et parce que mhm, le vagin de la mère est sacré. Et donc, quand tu insultes le sacré, l'offense est immense. Et mhm. donc, quand tu dis Chotendei, c'est comme si tu disais le vagin, la chatte, Oui, ouais, voilà. je comprends, je Et comprends. donc, du coup, c'est l'insulte du sacré. Mhm. Donc, il n'y a rien de plus insultant que l'insulte du sacré. Et je disais, tchot est un mot qu'on utilise couramment dans le Wolof et il s'écrit T-H-O-T, enfin en transcription latine. Oui, et par contre, j'aimerais attirer ton attention sur le fait que il faut y aller avec des pincettes sur les interprétations des mots de hiéroglyphes ou de Medunetcher qui sont les versions grecques. Parce qu'en fait, Thoth, c'est la version grecque, mais la version de Medunetcher, c'est Djehuti, tu vois, On tout me l'a comme dit, Osiris. on me Voilà. l'a dit, Donc, par on me l'a contre, dit. pour l'autre mot que tu as dit, Massos, il y a le nom, il y a le mot Messou ou Mess. Et Mess, ça veut dire né d'eux, tu vois, ou enfanté Voilà, d'eux. issu de, ouais. Ah, Voilà, ben, d'où le tu terme vois, voilà, Ramessou, donc né de Ra, tu vois. Et mais donc, Massos, oui, c'est une conjugaison de la hum, première personne du verbe être enfanté, être issu d'eux. Je suis issu hum, d'eux. Ma, c'est comme en Wolof, c'est pour dire la première personne du singulier. Et sos, c'est être issu d'eux, être né d'eux. Donc en fait, c'est une hum, conjugaison. Ma sos, c'est une conjugaison de la première personne du verbe sos, en fait. hum. Et tu vois, là, c'est bien parce qu'on rentre dans le vif du sujet. Bah, d'ailleurs, j'ai une vidéo sur les Sémites. J'ai une vidéo sur les Sémites. Je montre des gens en Sumer. Peut-être tu l'as déjà vu, White Semites, Black Awakening. Donc je montre des gens, Oui, les Sumériens, les Acadiens, etc., etc. Pour dire aux gens, écoutez, c'est bien beau de dire c'était des Noirs partout. On était parce que le discours, surtout des Afro-Américains, c'est on était les premiers sur Terre, c'était nous, et puis plus tard on a été envahis par des Blancs. Donc je leur montre les monuments. Maintenant, si eux ils ont des monuments à montrer, ils sont les bienvenus. C'est pareil pour la Perse en moins 600 avant Jésus-Christ, etc. Donc, c'est un phénomène qui n'est pas actuel que pour l'Arabie Saoudite, mais il y a aussi les Hébreux israélites qui aiment dire, ben c'était nous, on était là avant qu'on soit envahis. Mais le problème, c'est que quand on regarde les monuments, quand on regarde les statues, quand on regarde les stèles, on a des dépictions enfin des dépictions, des représentations de ces gens-là, notamment à Kemet ou en Égypte antique, les Cananéens. Les Cananéens, on a des représentations d'eux, on a des peintures d'eux, donc on les voit à côté. D'ailleurs, je vais montrer aussi. C'est important que les j'aime gens à voient ça parler parce que. du type anthropologique caucasoïde, Hmm, mélanisé, qui est souvent complètement évincé dans les discours justement sur ce débat-là. Et en fait, quand souvent je vois des représentations comme ça de phénotypes qui ne sont pas forcément frappants au niveau
du rapport qu'on pourrait en faire avec le type, on va dire, bantou négroïde, eh bien, souvent, je me demande, est-ce que ce ne sont pas des types de, de, d'ethnies qui sont mélanisées, mais qui ont tous les attributs, on va dire, du visage, de la morphologie osseuse et crânienne, qui ne correspondent pas justement à ce qu'on a comme idée du noir négroïde. C'est-à-dire que Alors, il y a des gens qui donnent l'exemple des Érythréens, des Somaliens, etc. Ils parlent du type, enfin, en anglais, on dit elongated type, même Diop en a parlé. Ça, c'est une chose. Mais maintenant, moi, regarde, quand on regarde tout simplement cette image-là, je l'ai même vu en couleur, cette image. voilà, voilà, tu vois. Après, c'est vrai que bon, en couleur, elle est moins nette. Hein. Là, les gens, il y a un artiste qui a peint, on va dire. Mais ça, c'est les Cananéens, tu vois. Et là, ça va, voilà, ça va le focus va se, voilà. Là, déjà, c'est, voilà. Donc là, on voit, là où il y a mon doigt, on voit l'Égyptien. Et à gauche, on voit les Cananéens, tu vois. Et ça, il y a ce que les gens affirment, ce que les gens aimeraient, surtout des Noirs, ils aiment se mettre dans la Bible. Ils disent que voilà, tu regardes les descendants de Noé, il y a Ham, donc, enfin Cham plutôt en français, et on regarde sa descendance. Il y a Cush, il y a Punt et Misraïm. Donc Misraïm, bien sûr, c'est l'Égypte. Cush, c'est le Soudan, parce que dans le Médoulétière, il y a Cash, et Cash, c'est la Nubie. Et Punt, bah, on peut dire que c'est Puntland, donc la Somalie. Donc ils aiment bien dire qu'en fait, voilà, les Noirs sont descendants de Ham. Mais si on suivait même cette logique abrahamique, donc théologique, ça n'a pas trop de sens, parce qu'en gros, on a une personne, et de cette personne-là, on a ben, les Européens, on a les Noirs, et puis après, bon, certains vont dire peut-être les Asiatiques. Mais enfin, tout ça pour dire que quand on regarde dans les monuments, les documents de l'époque, les documents archéologiques, on a des représentations des Asiatiques. Et c'est consistant depuis comment ça s'appelle, le Standard of Ur. Je ne sais pas si tu as déjà vu le Standard of Ur en Mésopotamie en 2600, entre 2600 et 2400 avant Jésus-Christ. Alors, Mais là, je c'est sais que encore c'est pire la en fait. ville Hein. d'Abraham. Hein. Originaire Abraham, voilà, voilà. Voilà, mais après, voilà, j'ai pas vu la Je vais te le vidéo, je montrer crois. parce que c'est alors voilà là. Ah non, mais je vais mettre plutôt Black Semis Black. Là, c'est ce qu'on appelle, ça s'appelle le Standard of Ur. Donc, ça vient de Ur, donc l'Irak du Sud, tu vois. Et donc, c'est au British Museum, donc le musée en Angleterre, et la chambre 56 concernant la Mésopotamie. Et là, on a donc cette représentation que eux-mêmes ont fait, et ça date entre 2600 et 2400 avant Jésus-Christ. Donc déjà, les gens de Mésopotamie, voilà à quoi ils ressemblaient, tu vois. Et bien sûr, on dit abrahamique, les récits abrahamiques, toute cette théologie, ben, ça commence avec Abraham. Donc déjà, dès l'époque d'Abraham, même avant Abraham, puisque Abraham, s'il existait, si on considère qu'il existait historiquement, c'est à partir de 2000 avant Jésus-Christ, tu vois. Mais 600 à Et 400 ans avant Abraham, voilà les Mésopotamiens, tu vois. Et ça, j'ai, c'est j'ai- consistant dans... Voilà. Vas-y, vas-y. en fait, j'ai une encyclopédie, tu sais, à l'ancienne, là, avec tous les volumes, là, Ouais. une hyper vieille, plus éditée du tout. Hein. Et dedans, j'ai des iconographies qui datent de bien avant que nous ayons Internet. Hein, et franchement, je te dis sincèrement, j'ai été étonné d'ailleurs de voir que il y a des fresques mésopotamiennes où les cheveux sont pas crépus, le phénotype n'est pas forcément bantou, mais la peau, elle est nettement marron, hein, sans équivoque. Donc, quand on Bah, voit des personnages après comme ça, on ne voit pas la pigmentation. C'est pas parce qu'ils sont représentés sous une forme artistique, on va dire, sans pigmentation, que le phénotype n'est pas absolument pas bantou. Ça, on est d'accord. Hein. C'est pas un phénotype bantou. Mais après, au niveau de la pigmentation, c'est une représentation artistique. Je suis pas. En plus, le,
l'artefact que tu nous Non, montres. mais je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que la pigmentation, là, c'est sujet à débat. Oui, oui, bon, là, enfin, il y a la référence, c'est dans le British Museum. Mais je suis d'accord avec toi parce que il y a des gens qui font le procédé inverse. C'est-à-dire que tu as des noirs qui nous montrent des poteries qui viennent de Grèce et les gens sont dessinés en noir. Donc, ils veulent nous faire croire que c'est des noirs. Mais quand tu regardes les cheveux, tu vois bien que c'est des cheveux de caucasiens. Donc, là-dessus, je suis d'accord pour la Les pigmentation. cheveux, pour moi, c'est Mais pas. si, ouais, Les cheveux, pour moi, pardon? c'est pas un gage mélanisation de la peau. Si J'ai tu veux, mais beaucoup de. après, hmm. Les Ouais, cheveux, enfin, c'est moi, vraiment. Ouais, c'est après, quelque chose qui. il y a l'exception, enfin, l'exception entre guillemets. Il y a les Érythréens, les Somaliens qui ont que certaines textures de cheveux, certains Éthiopiens aussi, Le mais de Niger, façon générale, la boucle du Niger, euh, je ne sais pas si tu es déjà allé en Niger, Afrique, beaucoup de mélange aussi. Il y a beaucoup de mélanges. en Je Afrique suis allé subsaharienne. à Kemek, qu'en Égypte. Bon, ben Non, déjà, non, je suis jamais allé en Égypte, Afrique subsaharienne. tu vas voir que, enfin, je ne sais pas si tu es allé où tu es allé en Égypte, mais si plus tu descends, plus Je suis la allé au sud, population est vers noire. Assouan, tout ça. Oui, et Voilà, puis elle est foncée, en effet. En effet, ça c'est voilà. clair. Ça c'est clair. Mais tu sais, juste pour précision, je veux bien hein, que si toi ou quelqu'un d'autre me dit, voilà, bon, la pigmentation n'est pas sûre, mais dans la vidéo Why Semites Black Awakening, là, je ne montre pas que ça. C'est vraiment euh, de cette période-là, 2400 jusqu'à environ 700. Et c'est consistant. Et par rapport à ce que tu as dit, le fait que on a des iconographies où ils ont la peau marron, maintenant la peau marron, c'est pas nécessairement dire qu'ils sont noirs, parce que là, par exemple, les Libyens, souvent les Libyens, dans comment dire, les représentations faites par les Égyptiens, ils auront la peau marron ou foncée. Mais par rapport aux Égyptiens, c'est plus clair. C'est-à-dire que les Égyptiens ont la peau plus claire. Pardon, plus foncée. Les Égyptiens ont la peau plus foncée que les Libyens. Et quand on regarde la Libye, on voit où ça se trouve, c'est pas surprenant. C'est clair qu'un Libyen, il aura le teint plus foncé qu'un Danois ou qu'un Suédois. Tu vois ce que je veux dire? Mais beaucoup de gens, beaucoup d'Afro-Américains et certains francophones aussi, aiment utiliser des choses comme ça pour dire regardez, c'était des Noirs, quoi. Tu vois? Alors, moi, j'ai un pote là qui est sur mon groupe privé, qui est, lui, il me partage, alors, plusieurs fois par jour, vraiment beaucoup d'iconographie et d'artefacts représentant des Berbères. Et lui, sa thèse, c'est que les Berbères originels seraient mélanisés. Et et donc, du coup, avec les invasions méditerranéennes sur les siècles, le pourtour méditerranéen aurait apporté des ADN différents qui auraient un peu éclairci la peau. Alors, quand tu vas dans la boucle du Niger, même dans l'Afrique de l'Ouest, entre la Guinée, le Sénégal, la Mauritanie qui est l'ancien empire du Ghana, avec sa capitale Koumbi-Salé. Et donc, moi, quand je vais en Mauritanie, je suis allé 3 fois, 80% de la population est noire d'origine soninké ou wallo-wallo, et il n'y a que 20% de Maures blancs C'est eux qui contrôlent. qui contrôlent. Voilà. Mais la Mauritanie, c'est un pays de noirs, parce que la Oui. majorité écrasante de la population est noire. Donc, beaucoup de gens pensent que c'est un pays arabe ou que c'est un pays du Maghreb. Pas du tout. Vraiment, c'est un pays africain. Et c'est l'ancien empire du Ghana. Donc, c'est pas rien. Et donc, je disais que quand tu vas dans la boucle du Niger, tu vois souvent les différentes ethnies Peuls et même Touareg ou même au Mali, à Gao, je connais des Kelta Machek et qui sont autochtones, ils sont de là-bas et ils disent ben, vous voyez bien que les cheveux sont carrément lisses, voire un petit peu curlés au bout et tout, et que le phénotype du nez et tout, et les personnes sont vraiment noires. Sans équivoque, je peux te montrer toute une collection. Tu verras que dans l'Afrique, la diversité du phénotype et anthropomorphique de la boucle du Niger est impressionnante.
car on peut les comparer au niveau de la texture des cheveux, et alors qu'ils sont vraiment des Africains hein, euh, de, de là depuis des siècles et des siècles et des siècles. Même s'ils viennent d'ailleurs, ils sont trop implantés pour dire qu'on puisse dire qu'ils ne sont pas africains. Mais en fait, la boucle du Niger, je t'invite vraiment à regarder les phénotypes de la boucle du Niger. Tu vas, au niveau de la texture des cheveux et de la peau et du phénotype, là, on fait le rapprochement avec ces anciennes iconographies et artefacts que tu me montres ou dont tu me parles. On peut avoir cet argument, mais si on regarde là où se trouve le Niger, vraiment juste en dessous de ce qu'on appelle le Maghreb, pour moi, ce serait pas étonnant. Et par rapport à ton ami qui t'envoie beaucoup d'iconographie sur les Berbères, à mon avis, ça date pas de très longtemps. Parce que je pense pas qu'on a Alors, beaucoup de choses, on n'a pas des alors choses antiques. si, on a des choses qui datent de l'Antiquité. Et en fait, C'est-à-dire, antiquité, c'est-à-dire l'Antiquité, environ. c'est-à-dire l'Antiquité, c'est juste avant le bas Moyen-Âge, le haut Moyen-Âge. Et donc, c'est la chute de l'Empire romain dans les années 580. Et donc, à partir de 580 de notre ère, on commence à quitter l'Antiquité. Tout ce qui est, en fait, je considère tout ce qui est avant 580, ça fait partie de l'Antiquité. Et après 580, à partir des années du 7e siècle, on commence déjà à rentrer dans le Moyen-Âge, dans la D'accord. époque féodale, Moyen-Âge et tout. Féodal Mais et tout donc, ça, ouais. la chute de l'Empire romain, ça signe en gros la fin de l'ère antique. Et donc, oui, bien avant, puisqu'on a des choses qui datent de un siècle, 2 siècles, 3 siècles après Jésus-Christ, donc qui sont encore dans l'ère antique. Et puis, on a des choses, des artefacts qui datent dans la datation avant l'an 0, et notamment dans l'écriture tifinagh, et l'écriture tifinagh punique et libyque, qui sont deux styles de tifinagh. Et en fait, je vais t'inviter à regarder l'émission que j'avais fait en live avec un professeur, un Keltemachek, natif de Gao, et lui, il a une thèse où il dit que les Berbères sont les peuples autochtones d'Afrique et que les Noirs sont venus après, notamment les Bantous, et que, en fait, C'est dur à croire. les, Hein. alors oui, mais lui, il argumente vraiment. Hein, il a vraiment. Mm. C'est un live qui est vraiment très riche. Et, et donc, après, il y a des ouvrages, je pourrais te les donner en lien. Mais en fait, lui, il a comme thèse de dire que ce n'est pas les Phéniciens qui ont apporté l'écriture tifinagh, parce que les plus anciennes traces d'écriture tifinagh sont dans l'Afrique du Nord, dans les montagnes d'Afrique du Nord, et que en fait, les Phéniciens ont pris l'écriture tifinagh pour écrire leur langue. Ça, c'est sa thèse. Il réfute le fait que les Berbères seraient d'origine yéménite ou de la péninsule arabique. Il dit que ça, c'est Ibn Khaldoun qui a voulu donner une parenté, avec l'islamisation, une parenté des Berbères aux Arabes. Ah, c'est clair, Alors que, les Berbères, les Arabes, c'est pas la même population. Ça, bon, voilà. beaucoup, les jeunes ne le savent pas. Les jeunes maghrébins, ils se disent arabes, ils ne le savent pas, mais bon, c'est pas, mais oui, là, c'est clair que c'est pas la même population, quoi. Ils ont été Et, islamisés, donc ils ont pris l'identité arabe, entre guillemets. et certains ont voulu justifier par la généalogie des liens avec les Yéménites. Et alors, comme il y a des Berbères qui continuent à vivre et installés en Éthiopie, beaucoup ont la thèse que les Berbères sont originaires d'Éthiopie, alors que lui, non, sa thèse, c'est pas du tout ça. Le professeur Zouda, là, Kassala, lui, sa thèse, c'est que d'abord, l'Afrique du Nord fertile avait des bovins, des prairies, et que c'est d'abord là que l'Afrique fut peuplée, et que par la suite, avec la désertification et les envahisseurs, le peuple Soninké, Serer et tous ces Noirs qui étaient au nord, avec les Berbères noirs aussi, sont allés vers le sud et ont peuplé progressivement le sud. Mais qu'en fait, la Libye, ce qu'on appelle la Libye,
C'est donc toutes les côtes nord à l'ouest de l'Égypte étaient l'Afrique originelle des berceaux des Berbères et puis des populations subsahariennes. Parce qu'en fait, on voit que les royaumes d'Afrique de l'Ouest n'émergent pas vraiment avant le 12e, 13e, 14e, 15e siècle. D'ailleurs, même dans l'Afrique de l'Ouest, dans le Cayor, le Baol et tout ça, c'est vraiment le 15e siècle. Donc, on voit que c'est une apparition tardive de royaumes que les gens croient qu'ils sont là depuis l'Antiquité, alors que pas du tout. Bon, c'est vrai qu'il y a des pierres dressées d'un site qu'on dit de 2000 ans au Sénégal, mais bon, faut voir quelle population qui a fait ça. Ce qui est intéressant, c'est le professeur Garba qui a trouvé 2 pyramides au Niger. Alors, je t'invite à voir ma vidéo, pyramide de Zinder, Z-I-N-D-E-R, pyramide de Zinder. D'ailleurs, la conférence, elle est aux États-Unis avec dans un anglais approximatif, mais il y a quelqu'un à côté qui traduit. Il est francophone, donc il y a des vidéos. Lui, il a fait une comparaison entre le Haoussa et la langue égyptienne. Moi, j'ai fait une vidéo aussi où je fais des rapports linguistiques. Mais en fait, on se rend compte qu'ils nous disent que les pyramides de Zinder sont bien plus anciennes que celles du plateau de Gizeh. Alors ça m'a complètement soufflé. Effectivement, mais il n'y a pas eu de datation qui ont été faites, je présume. Alors, voilà, pourquoi? Alors, il y a quand même les pyramides, il y a des images, hein, il y a des artefacts, il y a des signes et tout. Donc, il y a quelque chose qu'il faut quand même porter une attention. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir. C'est simple, hein, il suffit juste de dater, hein, c'est pas compliqué. Hein. Oui. Alors, juste faire la datation carbone et puis. La datation carbone, je sais pas, j'ai fait une émission sur la datation du radiocarbone et la méthode qui est utilisée, où je reprends carrément des sources scientifiques eux-mêmes où ils parlent. C'est-à-dire que je ne m'inclus pas dans la vidéo. Alors, je l'ai mis en privé. Il s'appelle à partir du zircon. Et donc, du coup, en fait, le radiocarbone, il y a une inconnue. Enfin, il y a 2 inconnus dans l'équation. C'est-à-dire qu'on compare le rubidium et le strontium et la diminution de ce taux de rubidium et de strontium dans l'artefact qui fait qu'on va supputer sa date. Oui. Voilà. Et en fait, on se rend compte que dans l'équation, si vous connaissez un peu les mathématiques, on intègre 2 inconnus temporels pour calculer une date. T'imagines bien que les dates du radiocarbone, c'est à prendre avec des pincettes. Surtout qu'on nous dit qu'un artefact d'origine organique, c'est-à-dire os, etc., tout ce qui est ne peut pas être daté au-dessus de 70 000 ans. C'est-à-dire tout ce qui est daté au-dessus de 70 000 ans, c'est d'autres procédés, au niveau d'artefacts organiques, c'est-à-dire ossements et tout ça. Tout ce qui est roche, sédimentation, eh bien, on peut dater. Et souvent, les ossements et les artefacts organiques sont datés avec les sédiments dans lesquels ils ont été retrouvés. Donc, ça aussi, c'est à prendre avec des pincettes sur les datations. Je comprends ce que tu dis. J'ai entendu à plusieurs reprises qu'il y avait des gens qui avaient des réserves quant à la datation au carbone. Bon, il me semble, après, moi, je suis pas archéologue, hein, mais il me semble que c'est la méthode classique, en fait. Et après, il y a peut-être d'autres méthodes qui coûtent plus cher, donc il sera moins employé, mais c'est la méthode classique, donc c'est un peu le standard. Maintenant, les pyramides dont tu parles, le matériau, je suppose que c'est pas organique. Non, c'est pas organique. Voilà, donc dans ce cas-là, on peut quand même faire. Et autant qu'il y aura des réserves pour les pyramides de Gizeh qui sont estimées à 2600 avant Jésus-Christ, il y aura aussi des réserves sur ces pyramides-là. Mais bon, moi, je doute fort que ce soit la même date. Mais tu sais, pour revenir à ce que tu disais par rapport à la théorie que en Afrique, les populations auraient débuté vers le nord, la région qu'on appelle le Maghreb, et qu'ensuite, plus tard, avec la désertification et les invasions, ils sont descendus vers le bas. C'est difficile à accepter cette thèse parce que les ossements qu'on retrouve, qui sont anciens, sont justement beaucoup plus vers le sud. Il y avait une période où il y avait ce qu'on appelle Lucie, qui était considéré comme le plus ancien ossements, trouvé par Leakey, etc. Plus tard, on en a trouvé d'autres. Ah bon? On n'a jamais. Non. D'ailleurs, dans la vidéo que je te parle,
c'est un professeur hein, des écoles hein, qui fait une vulgarisation de la datation au carbone. Il explique l'équation en détail et tout. Et il nous Mhm. explique, il le dit, cache, il le dit. D'ailleurs, comme les artefacts organiques ne peuvent pas être datés au plus de 70 000 ans avec le radiocarbone, Lucie n'a jamais été datée. Et il le dit sans ambiguïté. Il Après, dit, bon, là c'est pas mon domaine. J'entends ce que tu dis, mais tout à l'heure, tu disais que pour les choses organiques, on ne peut pas dater au-delà de 70 000 ans au radiocarbone et qu'il y a d'autres méthodes. Donc peut-être qu'ils n'ont pas daté au radiocarbone, mais avec d'autres méthodes. Moi, quand tu me dis que Lucie n'a jamais été datée, ça me surprend beaucoup. Mais non, c'est le au-delà de sédiment. ça, L'autre méthode, c'est les sédiments qu'il y a autour où ils ont été trouvés. mhm, Et c'est ça l'unique alternative de datation. C'est-à-dire qu'il y mhm, a, il y a soit dater l'artefact lui-même au radiocarbone, mhm, et ou quand bien, c'est un truc organique et qui serait est plus vieux que la limite de datation des artefacts organiques, ils mhm, utilisent la datation des sédiments et de mhm, la roche qui contenait enfin qui contient qui a préservé l'artefact. Et donc en fait, d'accord. quand des fois il te donne une date d'un artefact organique, souvent il te donne la date du sédiment dans lequel il a été trouvé. Je comprends, je comprends. Mais tu sais, C'est ça. même au-delà de Lucie, il y a beaucoup d'autres ossements, d'autres fossiles, si je puis dire, qui ont été retrouvés. Et je pense que l'un des plus anciens, qui est considéré comme plus ancien, c'est vers l'Afrique du Sud. Et aussi l'os de d'Ishango. L'os On d'Ishango, dit c'est 20 qu'apparemment 000 ce ans. serait C'est environ 20 20 000 000, ans. voilà, 20 000 ans. Et là c'est pas juste un objet, mais on parle de mathématiques. Donc ça Oui, prouve que déjà à l'époque, il y avait ces choses-là. Mais, mais dans le nord dans le sud de l'Europe, vers Lascaux, Tautavel et tout ça, nous avons des artefacts de 40 000 ans. Donc, ils sont les deux fois peintures, plus oui, les que, peintures. Mhm. voilà. Mhm. Et Mais non, bon, mais même, après, ça, c'est des peintures simples, c'est pas des mathématiques. Tu vois ce que je veux dire? Parce que attends, après, il y a des, si tu compares Lascaux avec Los Shango, je veux bien, mais l'histoire de peinture simple, etc. Par exemple, tu vas au musée du Louvre. Si tu vas au musée du Louvre, tu as des pierres, etc. Ça va de 200 000 ans à des époques plus proches, en fait. Et ça, c'est au deuxième étage, à la section d'Égypte. Tu vois? donc, alors, moi, je comprends tout ce que tu me dis, puisqu'en fait, je suis quelqu'un qui a bouffé du consensus, et moi, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ma chaîne, c'est une chaîne qui a pour but la critique du consensus, Bien la sûr. remise en question du consensus. Donc, Hmm, forcément, pour remettre en question le consensus, il faut en bouffer. Alors, hmm. effectivement, là, au niveau des datations, moi, j'ai vraiment fait des recherches sur les méthodes et on retrouve des artefacts de, de, de 400 000 ans, 300 000 ans, même en Europe. Hein. Donc, alors, quand tu vas me parler de mathématiques, l'os d'Ishango qui fait référence aux mathématiques de 20 000 ans, nous avons des artefacts plus ancien de 25 000 ans dans la Sierra da Capivara au Brésil, de 25 000 ans et plus. Hein, le consensus hésite à dire au-dessus de 25 000 ans, mais dans Nature, il y a un article qui est apparu sur justement les artefacts de la Sierra de Capivara au Brésil, et il monte jusqu'aux datations de 30 000 à 50 000 ans d'occupation humaine. Donc on remet totalement en cause la théorie de Clovis qui serait le peuplement de l'Amérique par le détroit de Bering, et beaucoup d'ouvrages nous disent que des traces d'australoïdes, de mélanésiens et tout ça sont retrouvées dans les ossements de l'Amérique bien avant le type mongoloïde. Donc, ça c'est aussi bizarre que le musée du Brésil a brûlé l'année dernière et avec 2 millions d'artefacts, dont ceux de Luzia, qui est donc cette femme australoïde mélanisée, retrouvée dans les artefacts des recherches
du Brésil. Donc, on nous montre bien que il y a eu des navigations en haute mer bien avant que des gens passent par le détroit de Bering. Et donc, on peut aussi remettre en question ce consensus de datation parce que, en fait, avec les dernières découvertes et les dernières publications, la science consensuelle commence déjà à remettre en question les vieux schémas établis depuis longtemps. Et donc, du coup, Oui. au niveau des mathématiques, c'est vrai que l'os d'Ishango, c'est 20 000 ans, la datation. Mais à part l'os d'Ishango, que trouvons-nous dans ces mêmes datations? Alors, il y a Border Cave dans l'Afrique du Sud. Tu tapes Border Cave et tu vas voir les articles qui sont rattachés aux artefacts. Et là, ils sont datés de genre minimum 100 000 ans. Des artefacts fabriqués de mains humaines. Donc, est-ce que ce sont des datations authentiques? Est-ce qu'il y a eu des peuples qui ont navigué et qui sont arrêtés au cap du sud de l'Afrique dans leur navigation et qui ont laissé des artefacts? En tout cas, on voit que là, il y a, tu sais, cet artefact de mâchoire pétrifiée qu'on a daté de 300 000 ans au Maroc, c'est en train d'être débunké en ce moment. Les artefacts les plus anciens organiques qui sont retrouvés dans le sud du désert saharien d'Algérie ont été débunkés. Alors, je ne sais pas si c'est des berbéristes extrémistes qui ont popularisé d'abord en premier lieu ces découvertes et qui s'appuient dessus, mais en tout cas, elles commencent à être débunkées massivement. Donc, si on regarde dans le monde entier, que ce soit en Sibérie, en Europe, on va trouver des artefacts bien plus anciens que celui d'Ishango. Après, au niveau de la mathématique, effectivement, quand on va remonter dans les années des 20 000 ans en arrière, je ne peux pas de mémoire te donner un artefact qui montre un savoir mathématique avant. Mais je peux te montrer que dans les datations consensuelles, bien avant ces 20 000 ans, il y a vraiment un développement plus que spirituel ou basé sur de la peinture chamanique ailleurs. Et d'ailleurs, en Afrique, je dirais même qu'en Afrique, les plus anciens artefacts d'écriture sur les roches montagneuses sont vraiment ces écritures tifinagh. Hein, bon, après, c'est quelque chose qui est controversé. Mais voilà, les datations. Excuse-moi, Tifinagh, excuse-moi, Tifinagh, c'est le nom de l'écriture. Est-ce que c'est le nom de la langue aussi? Alors, le nom de la langue, c'est Tamazirt. Tamazirt. Ah, l'ancêtre de Amazir, quoi, l'ancêtre de la langue des Berbères, c'est ça? Amazir, c'est au singulier pour désigner un berbère en langue autochtone. Imaziran, c'est le pluriel. Et Tamazirt, c'est le nom de la langue. Voilà. D'accord. Donc, il y a ces trois mots. Amazir, Imaziran et Tamazirt. D'accord. Oui, donc c'est ça. Le tifinagh, il y a deux types, le libyque et le punique. D'accord. De toute façon, mais c'est intéressant que les gens aient des hypothèses. Après, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on parle de périodes antiques, des périodes qui remontent, comme je disais, hein, on peut se baser que sur ce qu'on dit data en anglais, donc les faits, comment dire, ce qui est palpable, c'est vrai que la linguistique, ça peut aider, parce qu'il y a des gens qui essaient de refaire l'histoire avec la linguistique, ça peut aider, mais c'est pas tout, parce que quand on parle de peuplade, d'ethnicité, etc., n'importe quel groupe ethnique peut apprendre n'importe quelle langue. Donc, c'est pas forcément ça qui va être déterminant. Mais après, évidemment, il y a des théories, il y a des gens qui ont des théories, et après, c'est à eux de présenter leurs évidences. Parce que de toute façon, je pense que tu as entendu parler de ça, même en ce qui concerne
le Sphinx, par exemple, sur le plateau de Giza, certains avancent que ça remonterait à 10 000 ans. Et ils se basent là-dessus avec comment dire, le Oui, l'alignement des le pyramides point avec vernal, les étoiles, voilà, avec la à une constellation certaine du Lion. période donnée. Et puis aussi parce qu'ils ont trouvé des traces d'érosion en bas du Sphinx, donc ils concluent que, ou du moins ils prétendent que c'était à l'époque où c'était pas désertique, où il y avait de l'eau, donc forcément ça devait remonter à tant d'années auparavant. Mais bon, après ça fait pas partie du consensus non plus. Mais il y a des gens qui avancent Alors, cela, etc. le consensus admet qu'il y a eu des épisodes glaciaires après la grande fonte des glaces des inlands du Nord. Eh bien, dans des chroniques même moyenâgeuses, on nous explique que en Europe, sur une période de 3 ans, il y a eu des hivers à -20, -40 degrés pendant 3 ans. Il n'y a aucune culture ne pouvait se faire. Et c'est un épisode glaciaire, mais à l'époque du Moyen Âge, mais furtif, c'est-à-dire sur. Et en fait, les scientifiques d'aujourd'hui expliquent ça avec des éruptions volcaniques qui auraient eu lieu dans le Pacifique, qui auraient en fait couvert une partie du ciel euh, tellement abondamment sur la Terre pendant une période que en fait, ça aurait emmené une mini période glaciaire et que du coup, des précipitations très 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 fortes auraient pu se passer, mais à des épisodes multiples après les grandes fontes de glace. Donc ça, on a des chroniques, on va dire, du Moyen Âge qui nous parlent déjà de mini-ères glaciaires. Euh, Effectivement, à moins 3500 ans, etc., peut-être bien qu'on peut estimer que le désert, qui n'était pas un désert qui était fertile avant, puisse avoir de fortes précipitations, mais pas aux dates qui nous est données par les constellations du Lion, mais plutôt par une éruption Mhm. volcanique qui aurait provoqué une mini-ère glaciaire et de fortes précipitations. Et bien après ce qu'on nous dit, les -12 à -20 000 ans, où cette Euh, période de fonte des glaces aurait eu lieu. Donc, le Krakatoa, effectivement, a pété et a recouvert le ciel jusqu'à ce qu'on on interdise les avions pendant plusieurs jours en Islande, etc. Donc, on se rend compte que les volcans ont une influence sur le climat et peuvent radicalement changer le climat sur une période courte, hein, et faire une mini-ère glaciaire. Donc, les datations ne sont pas sûres, mais la théorie du fait qu'il y ait eu des fortes précipitations sur la roche n'est pas si farfelue. mhm. Mhm. Eh ben, dis donc, c'est intéressant tout ça, hein. En tout cas, franchement, je te remercie d'avoir appelé.